Qui sont les privilégiés, les vrais ? Des privilèges! Depuis la Révolution française, les privilèges n'ont eu de cesse d'être dénoncés ou au contraire relativisés. Et le terme, lui, est toujours là. Et il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Les retraités sont-ils scandaleusement privilégiés en France ? C'est se foutre du monde. Et un moi, ça fait prétexte, c'est ce que vous dites. des années que je prends les transports, que je n'en peux plus de cette caste de privilégiés. Qui sont les privilégiés dans ce pays ? Vous croyez qu'une personne qui aujourd'hui vit au RSA, une personne qui cherche un travail mais qui n'en trouve pas et qui touche des allocations chômage, vous croyez que c'est une personne privilégiée ? Alors aujourd'hui, nous allons essayer de prendre un peu de recul sur ce terme et son histoire avec la philosophe Alice de Rochechouart qui a écrit un livre sur le sujet. Comment expliquer la persistance de ce concept de privilège dans le débat public, au point d'être sur certains tracts de la mobilisation du 10 septembre ? Devons-nous en conclure que les privilèges n'ont pas été véritablement abolis en 1789 ? Pourquoi le terme fait-il encore autant de bruit ? Et qu'est-ce qu'un privilège exactement ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Alice de Rochechouart, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en philosophie, vous avez créé le podcast Le Fil d'actu qui propose un regard philosophique sur l'actualité et vous êtes également chroniqueuse à la radio. Aujourd'hui, vous revenez avec ce livre, Privilèges, ce qu'il nous reste à abolir, aux éditions J.C. Lattès, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, le fait que vous ayez choisi d'aborder la question des privilèges, qui est vraiment une question d'actualité, par le biais de la philosophie. Et alors, vous commencez comme ça, en introduction, je vous cite « La philosophie est une discipline qui interroge l'évidence, qui examine ce qui semble aller de soi. Quoi de plus incontestable que l'abolition des privilèges et la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». Pourtant, contrairement à ce que nous raconte notre roman national, nos structures sociales sont tout aussi hiérarchiques qu'avant la Révolution. La société est caractérisée par un ensemble d'avantages injustes que détiennent certains groupes sociaux au détriment des autres. Armés de cette définition, nous pourrons comprendre que les privilèges ne sont pas accidentels ou résiduels, comme s'ils étaient la relique malheureuse d'un temps révolu, les derniers vestiges d'injustice au sein d'une société passionnément démocratique. Non. En remontant l'histoire et en analysant la philosophie qui motive notre système politique, on se rend compte que les privilèges sont le fondement de notre société moderne. Autrement dit, il n'y a pas des privilèges, il n'y a que des privilèges. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase, cette dernière phrase ? De quel privilège est-ce qu'on va parler dans cet entretien, sachant que l'extrait que je viens de lire résume un peu le propos que vous tenez dans cet ouvrage ? Oui, absolument. Quand on parle de privilège, il y a une double dimension. C'est un terme qui fait écho à notre imaginaire historique, la question de l'abolition des privilèges pendant la Révolution. Et pourtant, c'est un thème qui hante notre imaginaire actuel. On le voit avec l'actualité, notamment très forte du 10 septembre. Absolument. Je tiens à préciser, juste pour la suite de l'entretien, qu'on enregistre cet entretien juste avant le 10 septembre. Ouais. Peut-être qu'il ne sera pas diffusé exactement au même moment, mais en tout cas, c'est quand même au cœur de l'actualité, au moment Absolument. Où on est en train de faire cette émission. Absolument. Et d'ailleurs, le 10 septembre est en préparation et on voit un certain nombre de tracts qui réclament abolition des privilèges. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on est un peu plus de 200 ans après la Révolution. Et en fait, on n'a peut-être rien aboli du tout. Sinon, comment expliquer que ce terme travaille à ce point notre imaginaire contestataire ? Un autre exemple qu'on peut donner, c'est que pendant les Gilets jaunes en 2018, Emmanuel Macron a après fait tenir un grand débat national. Bon. Et il a fait ouvrir des cahiers de doléances partout en France. Cahiers de doléances, là encore, on est dans un imaginaire vraiment très révolutionnaire. Et dans près de la moitié de ces cahiers de doléances, il y avait ce terme de privilège. Donc ça interroge. Est-ce qu'on les a vraiment abolis ? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on continue à les interroger ? Évidemment, on n'est plus dans le système de 1789, dans l'ancien régime féodal, où les privilèges étaient juridiques, dans le sens où il y avait vraiment des dérogations très particulières pour les trois ordres, pour un certain nombre, pour les nobles, le clergé, mais aussi des privilèges par ville. Voilà, les privilèges étaient un système assez complexe qui organisait l'intégralité de la société et du droit. Ensuite, on a voulu construire un système juridique universel, où il y a une universalité du droit. Et c'est comme ça que nous, on s'est fondé dans notre modernité politique. Donc, on ne peut plus vraiment définir les privilèges comme des lois. Il faut leur donner une définition qui est peut-être plus philosophique, qui est l'idée que vous avez citée tout à l'heure, des avantages injustes.
Donc on est tout de suite sur le registre de la morale. Il y aurait des avantages injustes dont bénéficient certains groupes sociaux au détriment des autres. Pour le dire plus précisément, parce que j'imagine qu'on veut un petit peu parler de concret, il y a des hiérarchies en termes de genre, d'orientation sexuelle, de race au sens d'ethnie, d'âge, de santé, y compris aussi l'animalité, la question des animaux versus humains, dont je parle dans le livre. Et de classe, bien Et sûr. de classe, évidemment, bien sûr. Les classes n'ont pas disparu, ça on pourra en reparler un petit peu sur comment s'est écrite la Révolution française. Et toutes ces hiérarchies-là fondent un système de privilèges, où certaines personnes détiennent plus de privilèges que d'autres, mais en tout cas, toute la société est hiérarchique. Et en ça, on a des reliquats, même plus que des reliquats. On a une inspiration féodale, en fait, dans le capitalisme. Étant donné que cette notion de privilège, ce terme-là, il revient vraiment dans l'actualité, dans les discours, dans la société, peut-être faut-il revenir à l'histoire et à l'origine de cette abolition des privilèges que vous avez commencé à évoquer, qui est très présente dans nos esprits, en fait, même si on n'est pas particulièrement féru d'histoire. Dès le premier chapitre, en fait, vous revenez sur cette nuit du 4 août 1789, qui est plus connue comme nuit de l'abolition des privilèges, puisque c'est vraiment le moment où l'Assemblée nationale va détruire le fondement de l'Ancien Régime et donc les privilèges que vous avez évoqués, dont bénéficiaient la noblesse et le clergé notamment. Comment est-ce que ça va se passer ? Pourquoi c'est pas aussi simple que ça, que c'est pas totalement une abolition des privilèges ? Et sur quoi ça va déboucher ? Alors, c'est une histoire assez complexe. Ce qui est important de noter, c'est que la nuit du 4 août, qui a parfois été appelée une fièvre du 4 août, il y a une espèce une nuit d'ivresse, ça a été décrit comme ça parfois à l'Assemblée. Personne l'avait vraiment complètement vu venir, à tel point qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs à l'Assemblée, puisque les séances étaient publiques. Donc cette nuit-là, personne ne s'attendait à ce que quelque chose se passe. Il y a une espèce d'ivresse qui s'est emparée comme ça de l'Assemblée. Et ce qui est important, c'est de savoir que cette nuit, elle a tout de suite été considérée comme extrêmement importante, beaucoup plus que la prise de la Bastille, en fait, par les contemporains. Les contemporains se sont dit, OK, là, quelque chose vient de se passer, et dès le matin du 5, on commence à parler de nouveau régime. Voilà. Donc c'est vraiment une nuit qui est très importante. C'est une rupture. C'est une rupture. Comment ça s'est passé ? Alors, on peut à la fois l'expliquer, pas l'expliquer. C'est comme ces événements historiques qui surgissent et finalement qui paraissent inéluctables une fois qu'ils sont passés, mais qui peut-être étaient imprévisibles avant. Donc il y a toujours cette tension entre les deux. 1788 est une période très compliquée en France. Le climat a été difficile, donc il y a des famines, il y a des contestations aussi, des nouvelles idées qui apparaissent, les idées des Lumières en fait, qui sont plus égalitaristes. Les caisses de l'État sont vides. Ça nous rappelle une situation. Vous verrez que les conditions sont assez similaires à celles qu'on peut vivre aujourd'hui. Il y a un climat qui est très compliqué, contestataire. Et dès 1788, il commence à y avoir un peu des révoltes dans les campagnes, des émeutes, si je prends des termes plutôt contemporains, qui vont contester le pouvoir des seigneurs, refuser de payer les impôts, la taille, par exemple. À tel point que le roi veut remplir les caisses. Donc il pense à faire des impôts. Ça crispe encore parce que, comme dans une certaine situation contemporaine, c'est pas forcément les impôts envers les plus riches qu'il veut faire, c'est plutôt des impôts sur les plus pauvres. Donc il y a un climat de contestation. Président, sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu ? À tel point qu'il lance les cahiers de doléances, donc, des états généraux, comme ça arrivait parfois dans l'histoire qu'on crée des états généraux, mais cette fois-ci, la contestation va plus loin, à tel point que le roi est obligé de lancer une assemblée constituante. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que sont les états généraux et évidemment une assemblée constituante ? Alors, états généraux, il y avait des représentants des trois ordres, clergé, tiers-état et noblesse, qui étaient censés se concerter pour trouver des solutions aux difficultés du royaume avec le roi. Voilà, une assemblée qui est censée trouver des idées, des concertations. Bon, il se trouve que cette fois-ci, le tiers-état veut avoir plus de poids, parce que normalement, il y avait une voix par ordre. Donc, une voix noblesse, une voix clergé, une voix tiers-état. Le tiers-état dit que c'est absolument injuste, ce qui est normal, puisque le tiers-état représente 97% de la population, et donc a une seule voix. Alors que noblesse et clergé ont deux voix. Donc, on voit bien comment les États généraux étaient un peu une mascarade aussi pour le statu quo. Donc, le tiers-État, les représentants du tiers-État protestent. Le roi se braque, refuse. Il veut faire fermer des salles dans le château de Versailles où ont lieu les États généraux. Ça donne lieu à cette scène incroyable où c'est Mirabeau qui dit, alors la phrase, je ne me souviens plus exactement, mais nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par les baïonnettes. Voilà. Cette espèce de théâtralisation géniale. Le roi n'a pas le choix, on est au mois de juin,
il déclare l'Assemblée constituante. Il dit « Ok, il ne voulait pas au départ, mais il va falloir créer un nouveau régime, peut-être une monarchie parlementaire, comme il y a en Angleterre, mais le roi, il est un peu progressiste, mais pas trop, Louis XVI. » Il y a la rumeur qui enfle que le roi a en fait plutôt envie de réprimer. Voilà. C'est un peu l'équivalent d'un certain chef d'État que nous connaissons qui fait des conventions citoyennes en apparence pour derrière ignorer les revendications et peut-être réprimer. Et c'est la rumeur qui enfle à Paris que Louis XVI organise une répression assez féroce. Et là, le peuple de Paris se révolte. En plus, il a faim. Enfin, comme je disais, c'est dans un contexte où les gens ont faim. C'est très important de noter ça quand même. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Et c'est la prise de la Bastille. Voilà. Prise de la Bastille du 14 juillet, qui est le symbole de l'arbitraire du roi. Voilà. Le sang coule. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins. Cette révolte va en inspirer d'autres dans les campagnes. Il y a ce qu'on appelle la Grande Peur. La Grande Peur avec un G et un P majuscule, quoi, comme l'histoire trouve toujours des noms symboliques. À l'Assemblée constituante, on tremble, surtout les nobles et le clergé, qui se rendent bien compte qu'il va falloir lâcher des trucs. Il va falloir lâcher, en fait, des symboles. Il va falloir renoncer à certains avantages, à certains privilèges. C'est ce qui se passe la nuit du 4 août, donc voilà, c'est 3 semaines après la prise de la Bastille. Et là, il y a un jeune duc qui arrive à l'Assemblée, c'est un des deuxièmes fortunes de France, et qui dit « Je renonce, il faut que nous renoncions. » Voilà. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. En général, c'est plutôt les nobles qui disent « Le clergé doit renoncer à ses privilèges ». Le clergé dit « Ok, mais dans ce cas-là, les nobles aussi. » Enfin, il y a une espèce comme ça de jeu de dominos. Et au fur et à mesure de la nuit, tout tombe comme des dominos. Le système de privilèges chute et une nouvelle France naît au matin. D'ailleurs, juste si vous voulez lire un livre qui retrace cette nuit-là, il y a le livre de Bertrand Guillot sur justement cette abolition des privilèges et qui donne vraiment vie à ce moment-là pour aller plus en détail parce que c'est pas le sujet unique du jour, donc on n'aura pas le temps de trop détailler. Mais je cite dans le livre parce que je l'ai lu et je raconte pas aussi bien que lui, mais c'est vraiment c'est complètement haletant, quoi. Il faut vraiment on vit l'histoire. Comme l'histoire est faite parfois comme ça de soubresauts, c'est assez intéressant. Toujours est-il que le lendemain de cette nuit d'ivresse, comme à chaque fois qu'il y a une ivresse, il y a une gueule de bois. Et les nobles se disent que, quand même, et le clergé, ils ont refusé à des avantages un peu assez lucratifs quand même. Donc, au moment des décrets d'application, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit. Et petit à petit, les nobles vont renoncer à leurs privilèges statutaires, mais pas du tout à la richesse. C'est-à-dire, pour le dire un peu autrement, ils vont par exemple dire « Ok, vous ne payez pas une rente par mois à leurs vassaux, à condition que vous payiez une année entière de rente d'un coup. Et là, vous serez délivré. » Voilà, ça c'est un exemple. C'est-à-dire que l'abolition des privilèges est parfois un peu symbolique. Donc ce que ça fait, c'est que ça ne redistribue absolument pas les richesses, absolument pas les propriétés, et donc absolument pas les hiérarchies. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Il y a déjà d'une part, effectivement, cette réticence des nobles à renoncer complètement à leurs avantages, et aussi, et là ça va être très important pour l'histoire qui est la nôtre, qui a orchestré l'abolition des privilèges, parce que c'était quand même quelque chose dont on parlait dans les revendications politiques de certains groupes de réflexion, c'est en fait la bourgeoisie modérée. Le tiers est uni contre la noblesse et le clergé, mais il est lui-même divisé entre sa partie bourgeoise et sa partie populaire. Le peuple va être mobilisé pour intimider le clergé et la noblesse, mais la bourgeoisie espère bien être la grande gagnante de la Révolution. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même une distinction entre la noblesse et les bourgeois, où la noblesse vraiment hérite de ses titres, et les bourgeois, finalement, peuvent potentiellement hériter aussi d'une richesse, mais vont... la construire aussi par certains types de professions. Oui, absolument. Dès le XVIIe siècle, la bourgeoisie est devenue quasiment, en termes de richesse, souvent égale à la noblesse. Donc, il y a vraiment déjà une caste dominante qui s'est créée. Et elle met le mérite au cœur de ses valeurs, puisque, comme vous l'expliquez, elle n'hérite pas de ses titres. Donc, elle a quelque chose à prouver. Là où l'aristocratie naît en ayant déjà son titre et donc rien à prouver, dans le sens où elle est censée être déjà supérieure aux autres, le bourgeois, lui, doit faire ses preuves. Et donc, va faire une espèce de propagande pour que la notion de mérite
remplace la notion d'honneur et de naissance. C'est absolument clé le mot que vous venez d'utiliser, parce que le mérite, c'est au nom de ça qu'on mène tout un tas de politiques aujourd'hui. Et nos imaginaires sont complètement imprégnés de cette notion de mérite. Les citoyens et les citoyennes auraient la position qu'ils ont aujourd'hui en France, si on reste dans notre pays, parce qu'ils l'auraient mérité d'une certaine manière, parce qu'on pourrait, dans l'idéal politique, s'extraire de sa condition sociale à n'importe quel moment, surtout dans un moment où on a une école gratuite, où on a tout un tas de dispositions. Et en fait, cette notion-là qui nous est héritée de ce moment de l'histoire est encore très très présente. C'est ça que vous voulez montrer aussi. Absolument. En fait, si je remonte dans l'histoire, c'est aussi pour montrer comment, à un certain moment, on a pensé une philosophie politique qui vient encore aujourd'hui nourrir nos représentations. Effectivement, le mérite qui apparaît, enfin qui devient vraiment fondateur à cette époque-là, qui irrigue toute la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au nom de la Révolution, quand même. Bien sûr, c'est au nom du mérite. Et c'est comme ça que les bourgeois aussi, que la bourgeoisie va réclamer cette abolition des privilèges. C'est parce que les nobles avaient accès à un certain nombre de choses. Par exemple, ils avaient le droit de chasse, ils avaient le droit d'être à certaines fonctions dirigeantes. Et les bourgeois n'avaient pas accès à ces fonctions-là, n'avaient pas accès à la chasse, etc. Et donc, c'est précisément pour pouvoir atteindre le niveau de la noblesse au nom de leur mérite qu'ils réclament l'abolition des privilèges. Ces privilèges qui étaient la dernière barrière à leur pouvoir, en fait. C'est pour ça que vous dites que l'on hérite à ce moment-là d'un État bourgeois. Absolument. Et que c'est ça qui va être créé après la Révolution. Et que le mérite, je vous cite, est une valeur originellement bourgeoise. Comment ça va se traduire, cet État bourgeois? Et surtout, pour faire un lien avec l'actualité, comment est-ce qu'on en sent encore l'héritage aujourd'hui dans notre système politique? Alors, la question du fait que ça devient une révolution bourgeoise très rapidement, ça fait longtemps que c'est dit. Déjà, Marx l'avait identifié. Donc voilà, humblement, je m'inscris dans cette réflexion-là. Il y a une analyse qui montre que qui a pris le pouvoir, et ce sont effectivement des classes bourgeoises, et surtout des classes bourgeoises modérées. Parce qu'il y avait déjà des courants qui étaient plus ou moins radicaux, et une fois passées les quelques années de radicalité de la Révolution, la bourgeoisie revient, notamment avec le Directoire. Le Directoire, alors ça c'est intéressant parce que un des pourfendeurs des privilèges, qui est l'abbé Sieyès, qui avait écrit l'essai sur les privilèges, qui a été un pamphlet, qui a été vendu à je ne sais plus combien d'exemplaires, mais ça a été un best-seller. Vraiment, ça s'est répandu partout en France. L'essai contre les privilèges. Voilà, ça a complètement motivé la Révolution. Et donc nous, avec nos yeux un peu éloignés, on se dit voilà, c'était très contestataire et très révolutionnaire. Quand on regarde le texte de Sieyès, en fait, oui, il conteste les privilèges de la noblesse, mais lui-même, il est bourgeois et il va beaucoup défendre la propriété privée. C'est une époque où la propriété privée devient le cœur, la valeur par excellence de la société française. Vraiment, le fondement politique de la société. Et donc, ça veut dire que ce sont les propriétaires qui doivent gouverner, ce sont les propriétaires qui sont légitimes. Si vous n'êtes pas propriétaire, on ne peut pas vraiment vous faire confiance pour avoir votre avis sur la façon dont doit se tenir l'État ou la société. Donc on arrive en fait dans une société, peut-être plus de 3 ordres, mais de propriétaires, de la propriété privée. Donc on peut dire que la propriété a remplacé les privilèges quelque part. Mais s'il n'y a pas eu de redistribution de richesse, puisque les inégalités, ça on peut le rappeler, moi je trouve ça ahurissant, les inégalités de richesse n'ont pas bougé depuis Napoléon. Quand même. Enfin, c'est quand même ahurissant de se dire ça. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a toujours exactement les mêmes structures. C'est qu'on a rebattu des cartes juridiques, mais on n'a pas rebattu des cartes sociales. Voilà en quoi ça irrigue encore aujourd'hui. Et la propriété privée le mérite. La propriété privée, elle est décrite comme un droit inviolable et sacré dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir cet éclairage historique. J'aimerais qu'on revienne sur les privilèges d'aujourd'hui. Puisque, on l'a dit, c'est beaucoup moins inscrit dans la loi. On n'est pas du tout dans le même système de privilèges. Alors vous avez tout un tableau qui est la roue des privilèges que vous montrez dans ce livre, où vous montrez tout ce qui peut faire qu'on est privilégié. Donc il y a la religion, le genre, l'orientation sexuelle, la santé, la situation familiale, la citoyenneté, l'éducation, la classe sociale, évidemment, l'âge, l'ethnie, l'apparence. Il y a vraiment tout ce tableau qui décrit et qui décrypte au début, en introduction, tous les types de privilèges qu'on peut avoir. La question qui se pose, et vous le dites, c'est assez controversé en philosophie, en sciences sociales. On rappelle que la vision que vous nous exposez aujourd'hui est
une des visions qui va être portée en philosophie. Et il y a 3 grandes questions qui divisent. Il y a quelle est la différence entre un privilège et un avantage? Quelle est la différence entre un privilège et un droit? Et est-ce qu'on peut mériter certains privilèges? Moi, j'aimerais qu'on réponde à la première question. Quelle est la différence entre un privilège et un avantage, surtout par rapport à tout ce qu'on vient de citer? Je pense que l'intérêt du terme de privilège, c'est que je le définis comme un avantage injuste. Si on dit avantage injuste, c'est qu'on intègre une notion de morale. Le mot de privilège, il est infamant. Et ça, c'est ce qu'a fait la Révolution, en fait. Avant, privilège, le terme décrivait de manière très neutre l'organisation du droit. Aujourd'hui, quand on parle de privilège, c'est tout de suite quelque chose... C'est négatif, c'est péjoratif. C'est absolument péjoratif, ouais. C'est contraire à la morale. Déjà, il y a cette dimension qui est très importante et qui est différente par rapport à un avantage. Donc, quand on se demande, est-ce qu'un avantage est un privilège ? Et je vais donner un exemple concret. Il faut toujours se demander, est-ce que ça participe à une structure sociale de domination ? Je vais prendre l'exemple de 2 catégories professionnelles qui sont souvent pointées du doigt pour leurs privilèges. Je le mets entre guillemets parce que ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que ce ne sont pas des privilèges. Je fais beaucoup de suspense. Les fonctionnaires et les cheminots. Ces privilégiés de la République, ce sont eux les privilégiés, ils ont des avantages. Voilà, c'est vraiment une rengaine qu'on entend très souvent. 400 € par an et par agent, c'est ce que coûtent à la SNCF les fameuses facilités de circulation dont bénéficient les cheminots et leurs familles. Un retraité, par définition, après toute une carrière digne, et accède à un moment de vacances un peu permanent. Donc pourquoi des chèques vacances quand on est déjà en vacances toute l'année? La question des fonctionnaires et des cheminots. Quand on regarde, ils ont effectivement certains avantages. Par exemple, des avantages fiscaux ou des avantages liés à leur travail, ou à la retraite, parce que c'est ça dont on parle souvent et dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, pendant la réforme, pendant l'infâme réforme. La question est, est-ce qu'ils ont des privilèges? Ils ont des avantages, c'est incontestable. Mais en fait, il faudrait plutôt parler de compensation de désavantages. C'est plutôt comme ça qu'on pourrait le voir. Parce que finalement, les fonctionnaires, ils ont des désavantages qui sont, ils n'ont pas de mobilité géographique, ils ont un devoir de réserve. Pour la question des cheminots, ils ont des horaires pénibles, un travail en décalé, une espérance de vie moindre. Enfin, on n'est clairement pas, dans les 2 cas, dans des groupes qui sont dominants dans la société. Quand on regarde la sociologie des fonctionnaires et des cheminots, ce ne sont pas des classes dominantes. Voilà. Donc, il n'y a pas une structure de domination sociale. Et c'est en ça qu'il faut faire, à mon avis, la distinction. En revanche, quand on parle des privilèges des sénateurs, des députés, etc., quand on parle de leurs privilèges parce qu'ils ont les frais de bouche, il y a eu cette question-là qui a été soulevée en début d'année sur faut-il supprimer les privilèges des sénateurs, des députés, etc., puisqu'ils avaient un certain nombre d'argent à leur disposition. Là, à mon sens, on peut parler de privilèges, parce que c'est une catégorie de population qui est dominante et qui exerce le pouvoir et qui a en plus des avantages. Alors qu'on pourrait dire, déjà qu'ils sont dominants, on va pas en plus leur donner de l'argent, faut pas exagérer, quoi. Après, c'est aussi pour éviter qu'il y ait de la corruption, qu'on va donner des hauts salaires et des très bonnes conditions de travail aux responsables politiques. C'est quand même important de le préciser. Résultat, la France dégringole dans le classement de la Transparency Watch sur la corruption. Non, mais je rappelle juste, c'est pour ça que ça a été aussi mis en place, ces bonnes conditions de travail. Le principe est audible. Le problème, c'est que ça crée mécaniquement, à mon sens, une caste déjà dominante et qui veut en plus avoir les avantages de la domination et les avantages pécuniaires de la domination. Ça fait quand même beaucoup. En tout cas, peut-être pourrions-nous aussi parler de ce que vous mentionnez dans le livre, c'est-à-dire des très riches, des ultra-riches, qui, eux, ont des privilèges liés aussi à leur héritage, qu'on a maintes fois documenté à Blaze, donc on ne va pas non plus revenir en détail, mais ils disposent de tout un tas de privilèges qui sont dans la roue que je viens de citer, en fait. Comment vous qualifieriez ça, en fait? Pourquoi ils sont privilégiés? Alors, ils ont je ne sais pas si on peut dire la chance, la caractéristique de cumuler quasiment tous les avantages, tous les privilèges. Mais c'est ça, c'est là où je reviens à ma question sur la différence entre un avantage et un privilège. C'est pourquoi ce ne sont pas juste des personnes avantagées. Parce qu'ils participent d'un système de domination et d'un système d'injustice, en fait. C'est en ça que ce sont des privilégiés. C'est que leurs avantages sont moralement répréhensibles dans le sens où ils contreviennent à toutes les valeurs de justice sociale qui sont censées organiser notre société. On prétend être dans un pays qui dit liberté, égalité, fraternité, et on donne les clés du camion aux gens qui ne respectent ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité, et qui utilisent ces privilèges pour perpétuer leur propre pouvoir et leur propre domination.
C'est en ça qu'on parle de privilège. Et tout ça se fait au nom du mérite. Et c'est pour ça que je voulais en arriver un peu là. Souvent, les personnes que là, vous qualifieriez de privilégiées, vont avoir beaucoup de mal à reconnaître qu'elles sont privilégiées et elles vont très souvent justifier leur position sociale en invoquant cette fameuse notion du mérite. Je fais référence bien sûr aux propos d'Amélie Oudéa-Castéra, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, qui est épinglée notamment pour son statut de ministre qui va mettre ses enfants dans l'école Stanislas, prestigieuse et très onéreuse école privée. Alors il y a les Annus Horribilis de la reine d'Angleterre et il y a les semaines infernales d'Amélie Oudéa-Castéra. Lundi 22 janvier, vous publiez un article sur le contournement de Parcoursup dont son fils a bénéficié. Le mardi, sur le fait qu'elle a fait le choix des classes non mixtes à Stanislas. Et qui va être un peu rattrapé et qui va dire « mais voilà, moi je n'ai hérité que de ça, je ne mérite que ça ». C'est aussi quelque chose dont le président de la République a parlé en personne, où il dit « ce dont j'ai hérité de mes parents, c'est le goût du travail ». Enfin, c'est vraiment cette notion-là. Vous savez, je suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a retrouvé sur France 2, avec toute cette séquence sur la haine de la réussite, la haine des riches. Donc vous trouvez que les Français ont un problème avec ça? Avec la réussite ou avec l'argent? Avec la jalousie. Avec la jalousie, vous vous dites quoi? Ouais, pareil, la jalousie. Donc en fait, ce qu'on constate dans beaucoup de séquences médiatiques et politiques, c'est que les personnes qui sont en position de domination estiment qu'elles ne sont pas privilégiées, qu'elles l'ont mérité et que globalement, toutes les personnes qui les critiquent seraient juste jalouses de leur mérite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra présent. Et vous parlez de la naturalisation des privilèges. C'est un concept sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde. C'est-à-dire que ça consiste en la croyance selon laquelle les avantages dont on disposerait seraient naturels. Et est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer le fait que ces personnes-là refusent en fait de reconnaître leurs avantages? Il y a deux concepts, mais qui sont très intéressants parce que on va voir comment ils sont souvent alliés alors qu'ils sont totalement contradictoires. D'un côté, de la naturalisation, on va dire moi c'est normal que j'ai mes privilèges. Enfin, ils disent pas privilèges du coup. Ma situation est normale puisque par exemple j'ai un très gros QI. Voilà, j'ai du talent, le fameux talent, bien sûr, le talent. Alors là, on fait référence au livre de Sama Karaki qu'on avait reçu ici. On vous invite à regarder l'entretien qui développe ça. Donc ça, on entend par exemple, on a entendu sur Elon Musk, on parle de son QI qui serait soi-disant extraordinaire. Bon, ça n'a jamais été prouvé. Et puis par ailleurs, le QI est une mesure extrêmement contestable et voilà, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Donc finalement, l'idée, c'est de recréer une aristocratie de naissance quelque part, en se disant, il y a des gens plus intelligents. Mais en tout cas, cette naturalisation, c'est une idée de dire, voilà, c'est dans l'ordre des choses, en fait. Le mérite, à l'inverse, c'est de dire, on a mérité, c'est-à-dire qu'on a travaillé de manière acharnée pour mériter ce qu'on a. Donc, c'est presque pas naturel, c'est un peu contradictoire. Si c'est naturel, on n'avait pas besoin de travailler. Enfin, bon, il y a un peu cette contradiction, cette tension qui est intéressante. Le problème du mérite, alors, déjà, il est contredit par tous les travaux de la sociologie depuis 50 ans. Bon, ça devrait suffire. Parmi les facteurs de stabilité, de permanence, il y a évidemment la transmission du capital. Le papa riche peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Et du coup, il va se reproduire. Tu ne vas pas ouvrier. Il y a des inégalités. Ces inégalités, elles tendent à se perpétuer. Littéralement tous les travaux de sociologie. Exactement. Je pense à Paul Pasquali aussi, qui a écrit un livre qui dit qu'on n'est plus dans une méritocratie, mais dans une héritocratie. Aujourd'hui, le patrimoine, par exemple, est de plus en plus hérité. C'est 2/3, il me semble, aujourd'hui, du patrimoine qui est hérité. Donc, c'est un petit peu difficile de parler de mérite. Bon, première chose. Mais indépendamment... Et on hérite de plus en plus. Et la part du patrimoine prend de plus en plus de place dans ce que l'on possède. Puisqu'on était autour de 35% du patrimoine hérité dans les années 70, et aujourd'hui, effectivement, on est à plus de 60%. Ouais. Donc, c'est une dynamique qui s'intensifie. Ouais. C'est aucun doute. Et là, ça ne fait qu'accentuer. Il y a encore l'INSEE qui a sorti un chiffre cette semaine. La fortune des riches a augmenté de 100%, quand les 10% les plus pauvres ont perdu 50% de patrimoine. Enfin, l'écart ne fait que se creuser, ce qui explique aussi la contestation. Donc, je reviens à la question du mérite. Le mérite est une illusion, c'est faux. Bon, je dis dans le livre, c'est l'opium du peuple, pour reprendre une formule très connue de Marx. Mais ce qui m'intéresse en plus du fait que c'est faux,
c'est qu'en fait, si on y regarde bien, c'est une notion qui est injuste, la question du mérite. Et là, je m'inspire des travaux d'un philosophe qui s'appelle Michael Sandel, qui a écrit un livre qui s'appelle La tyrannie du mérite, et qui dit que le mérite n'est pas un remède à l'inégalité, mais sa justification. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que le mérite, c'est totalement contradictoire philosophiquement. Il y a 4 raisons, alors je vais les reprendre. La première chose, c'est quels sont les critères du mérite ? Est-ce que c'est l'efficacité ? Est-ce que c'est la morale ? C'est pas du tout la même chose. Sur quoi on va déterminer que quelqu'un a mérité quelque chose ? La deuxième chose, c'est que le mérite est totalement absurde dans le sens où ça suppose que la nature, le destin serait une sorte de juge comptable. Il dirait, bah toi, voilà, t'as bien mérité, donc tu as ça. Toi, bah moins, donc tu as ça. Mais enfin, il suffit d'avoir passé une journée sur Terre pour savoir que la vie ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas des conséquences exactement comptables sur mécanique, positives ou négatives, en fonction de ce qu'on fait. Troisième chose, ça implique qu'on est responsable de tout. Responsable de tout, et en fait, quand on regarde, ça veut dire qu'on est aussi responsable de notre état de santé. Ça, c'est quand même étonnant. Si on est avec un handicap, par exemple, c'est compliqué d'aller dire à quelqu'un qui l'a pas mérité ou qui l'a mérité. C'est là où c'est une question très philosophique et qu'il est important d'aborder par le biais de la philosophie et pas uniquement des disciplines économiques auxquelles on donne beaucoup de place. Exactement. Aussi, sociologique ici à Blast. Ouais, c'est ça. Parce que dire que c'est faux, c'est quelque chose. Dire que c'est injuste, c'en est une autre, et c'est important de le défendre, en fait. Mais voilà, on n'est pas responsable de la famille dans laquelle on est. Enfin, c'est sûr que d'être né dans une famille qui habite dans le 6e arrondissement de Paris, est-ce qu'on l'a mérité, ça ? Je ne pense pas. Mais pour être une famille qui est née dans le 6e arrondissement de Paris, je ne pense pas l'avoir mérité. Voilà. Ou alors on croit en la réincarnation, mais là, ça nous emmène dans un autre niveau. Et enfin, ça c'est important aussi, ça revient à ce que je disais sur la question des critères, mais on ne maîtrise pas ce qui est valorisé dans une société. Donc, on arrive dans une société où, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, la société valorise la propriété privée. Bon, mais si on était dans une société qui valorisait l'entraide et le partage, évidemment qu'on n'évaluerait pas pareil qui mérite quoi. Je reprends les arguments de Michael Sandel dans son livre, qui montre bien comment le mérite, est une illusion destinée à légitimer les inégalités. Ça justifie les inégalités. Et c'est en ça que je dis que c'est l'opium du peuple au service des privilèges. L'opium, il y a cette double signification dans le livre de Marx. C'est à la fois quelque chose qui console. C'est un médicament, c'est de la morphine, donc ça permet d'avoir moins mal, et ça permet d'avoir une illusion et de partir dans des paradis artificiels. Donc toute cette notion notamment de mérite et différents préceptes, concepts qui nous sont issus en partie de la Révolution sont utilisés aujourd'hui comme des outils de domination. En tout cas, vous, c'est la thèse que vous défendez dans le livre. C'est l'objet d'une instrumentalisation politique extrêmement forte et qui donne quand même lieu à la fin à une société qui est très inégalitaire. Ça, encore une fois, on l'a tellement documenté. C'est pas l'objet de la démonstration aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce lien avec l'actualité. On est vraiment proche de la date du 10 septembre. Et cette question du privilège, elle est omniprésente. Elle est omniprésente du côté de certaines personnes plutôt orientées à gauche, qui vont dénoncer une vision assez proche de celle que vous venez de décrire, c'est-à-dire que c'est les privilèges des plus riches, c'est la question des structures. Mais il y a aussi toutes ces personnes qui vont au contraire à de l'autre côté de l'échiquier politique et qui sont aussi nombreuses, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est les personnes qui vont dénoncer les soi-disant privilèges des cheminots, des personnes racisées, bien sûr, des personnes issues d'immigration ou des personnes migrantes. Et c'est aussi ce mouvement, alors c'est intéressant de l'évoquer, Nicolas qui paie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une espèce de métaphore, de représentation du citoyen français lambda qui serait Nicolas, je sais pas, la trentaine, qui vivrait en ville, qui serait cadre, qui paierait beaucoup d'impôts et qui paierait pour les autres et qui serait un peu la victime, la grande victime du système de tous ces privilégiés, les fameux assistés, souvent à qui on va aussi attribuer des privilèges. Nicolas, c'est l'archétype fictif du contribuable vache à lait. La France, bonnet d'âne des finances publiques. Chaque mois, c'est Nicolas qui paye. En gros, il serait trop taxé et paierait pour ceux qui ne travaillent pas. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que sur des fondements idéologiques tout à fait différents, à la fin, tout le monde décrit les privilèges d'autrui, d'autres personnes. Comment est-ce qu'on sait, en fait, qui sont les vrais privilégiés ? Comment est-ce que vous voyez l'émergence aussi de ce discours qui est aussi, encore une fois, à la base du discours de l'extrême droite. La base du discours de l'extrême droite, c'est aussi de dire des personnes qui ne l'ont pas mérité, qui ne sont pas françaises, par exemple, bénéficieraient de privilèges. Comment est-ce que vous regardez ce discours qui est très très présent et de plus en plus présent? On a parlé jusqu'à présent quasiment uniquement des privilèges liés à la richesse, à la classe sociale.
Ce qu'il faut bien comprendre, et j'y consacre un chapitre dans le livre, c'est que c'est pas le seul registre des privilèges. Il y a la classe sociale, mais il y a aussi le genre, et très important, la race. Il y en a d'autres aussi qui sont l'état de santé. Je voudrais m'arrêter sur la question raciale. La France a été construite, et ça je reviens sur l'histoire dans le livre, sur une hiérarchisation entre les blancs et les non-blancs. Voilà, c'est très clair. La France est construite sur ses colonies, d'abord l'esclavage et ensuite la colonisation. Donc, il y a en France une hiérarchie raciale très claire. Les différents systèmes de privilèges vont s'entrecroiser. C'est l'intersectionnalité. C'est l'intersectionnalité. Alors, on pourrait dire un autre terme, on pourrait y revenir après, mais oui, on appelle ça l'intersectionnalité, l'idée qu'il y a plusieurs structures de domination qui s'entrecroisent, qui s'enchevêtrent, et qu'on peut être au carrefour de plusieurs dominations. Il y a une autre théorie qui est celle de la consubstantialité de Nancy Fraser, qui, moi, m'intéresse encore plus que l'intersectionnalité. Mais les deux se complètent et effectivement cherchent à décrire un système où il y a un certain nombre de hiérarchies qui s'entrecroisent. Moi, j'appelle ça la tresse des privilèges dans le livre. L'idée que on a effectivement un enchevêtrement de domination. Pourquoi je parle de ça ? Parce que dans la question de l'extrême droite, et ça a été montré par beaucoup de travaux, dont Félicien Faury, je crois que vous l'avez reçu, le ressort principal de l'extrême droite, c'est quand même le racisme. Alors, oui, ça s'ancre dans une colère sociale qui est liée à des problématiques d'argent, ça c'est sûr, à de la précarité, à de la pauvreté, mais c'est quand même ce ressort-là qui est fondamental. C'est pour ça qu'il faut vraiment penser tous les systèmes de privilèges ensemble. Il y a une erreur qui a été commise pendant la Révolution, ou en tout cas, peut-être que c'était une erreur, peut-être que c'était une stratégie, c'était de simplifier la question des privilèges pour dire il y a uniquement, les privilèges concernent uniquement la noblesse et le clergé. Ce sont eux les vrais privilégiés qu'il faudrait abattre. Et ils l'ont fait parfois littéralement pendant la Révolution. Le problème, c'est qu'en simplifiant ce concept-là, ça a contesté une toute petite partie des privilèges, mais ça n'a pas bougé les structures sociales. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire la même erreur. Donc on pense par exemple à la domination des hommes sur les femmes. Exactement. Puisque les femmes n'ont absolument pas été incluses dans toute cette question de l'égalité qui allait venir. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas du tout les mêmes droits que les hommes, et ça va durer encore très longtemps. Je reviens toujours à la Révolution parce que c'est tellement important dans la constitution de notre modernité politique, et les politiques qui font tellement tout le temps référence, la Déclaration des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, le 14 juillet, etc. C'est tellement présent qu'il faut toujours y revenir pour comprendre quel est l'État qu'on a fondé à ce moment-là. Ça, c'est vraiment important. Or, comme vous venez de le rappeler, il y a la majeure partie des gens sont exclus à ce moment-là de la citoyenneté. Et ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'extrême droite va aller sur ces ressorts racistes, misogynes, validistes, etc., et va dénoncer ceux-là qui seraient soi-disant des privilégiés. Il y a quelque chose d'important de relever sur cette notion des privilèges. Comme je le disais, c'est une notion qui est très efficace politiquement. C'est une notion qui est très mobilisatrice, qui fait écho à un affect et à un imaginaire politique. Donc évidemment, je ne suis pas la seule à m'en être rendu compte. Donc c'est pas étonnant s'il y a une tentative d'instrumentalisation de ce concept. Quand les gens disent les privilégiés sont les fonctionnaires ou les cheminots, c'est quoi la stratégie ? C'est évidemment d'asseoir encore le pouvoir du néolibéralisme. Il y a pas de doute là-dessus. Alors vous parlez de cet enchevêtrement des privilèges, en tout cas les positions de domination qu'on peut toutes et tous avoir, puisque nous sommes tous le privilégié de quelqu'un d'autre. À peu près. La plupart d'entre nous, en tout cas, on a des privilèges. On va être dominé sur certains aspects, mais on va aussi nous-mêmes dominer et bénéficier de privilèges au sens où nous avons et nous obtenons une certaine position sociale et un certain pouvoir parce que nous disposons d'avantages pour lesquels nous n'avons rien fait, quoi. Donc nous avons hérité d'une certaine manière. Et la question, c'est comment est-ce qu'on vit ça ? Qu'est-ce que, selon vous, devraient faire les citoyens et les citoyennes ? Évidemment, vous vous dites, déjà, il faut prendre conscience de ces privilèges. Bon, voilà, c'est l'objectif de la roue, de plein de choses, d'outils que vous proposez dans le livre. Mais ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on culpabilise ? Comment est-ce qu'on doit, selon vous, agir suite à cette prise de conscience ? Je ne vais pas dire aux gens comment ils doivent agir, c'est pas du tout mon propos. J'ai voulu, je vais répondre en parlant de mon exemple, puisque j'ai voulu dans le livre consacrer un chapitre à mon propre parcours. Ça me paraissait absolument indispensable pour cette question. Si je dis que les privilèges sont le fondement absolu de la société et que nous sommes toutes et tous traversés par des structures de privilèges, il fallait évidemment que je parle de moi, parce que je ne suis pas en dehors de la société et je ne suis certainement pas en surplomb. Donc je voulais vraiment faire ce travail aussi d'introspection, de questionnement, de me demander quel a été mon cheminement,
Et vous dites que vous êtes privilégié par plein d'aspects. Oui, absolument. Moi, je coche quasiment toutes les cases, comme mon nom de famille l'indique. Et d'ailleurs, quand on voit le livre et qu'on voit mon nom et privilège en dessous, ça me paraissait indispensable d'interroger cette confrontation. Évidemment, il y a quelque chose d'ici qu'il faut interroger. Ce que j'ai voulu faire dans cette partie-là, c'était interroger comment moi, j'en suis venue à me questionner sur mes propres privilèges et tenter de lutter contre. Évidemment, moi j'ai cru longtemps à la méritocratie parce que ça m'arrangeait bien. Forcément, quand on est en haut de la pyramide, c'est... On a moins envie de remettre en cause le concept. C'est aussi ce que vous dites bien à un sûr. moment. C'est qu'on ne sait pas si les personnes les plus privilégiées choisissent de croire à ça ou refusent consciemment, en fait, ou avec pas mal d'énergie, de voir la réalité des sciences sociales. C'est sans doute quelque chose un peu entre les deux. Une espèce d'ignorance volontaire, un déni actif. Voilà, une espèce de zone grise où on se met des œillères et on est un petit peu conscient, mais bon, on s'accommode de la réalité. Je pense que la nature humaine n'est jamais totalement abominable et totalement bisounours non plus. On est toujours en train de négocier avec ses propres conditions. Le sociologue Maxime Servul en parle de manière très intéressante, de cette ignorance construite. On est socialisé aussi à ignorer ses privilèges. Parce que comme on est dans une société où on légitime en permanence les hiérarchies, entre autres par cette question de la méritocratie, c'est facile. On nous donne clé en main tous les moyens pour ignorer nos propres privilèges et nos propres avantages injustes. Donc pourquoi s'en priver ? Si à côté de ça, on a une vie confortable, voilà. Mais pourquoi justement se confronter à ces privilèges ? Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a fait ? Moi, dans mon parcours, et je m'intéresse surtout aux institutions que j'ai fréquentées, parce que je raconte que moi, j'ai fréquenté les mêmes institutions que toute la classe politique qui nous dirige aujourd'hui. J'ai des parcours similaires à tous ces gens, donc Amélie Oudéa-Castéra dont on parlait, mais voilà, toutes ces personnes-là. Et donc, je les ai tous fréquentés, en fait. Alors, pas eux, mais leurs clones. Et j'ai vu comment les institutions... donc les lycées privés, les établissements d'enseignement supérieur élitistes, comment tout ça reproduit et consiste en fait à incorporer subjectivement, à se construire en tant que personne dominante, mais en se sentant légitime de l'être. Et ça, j'y ai vraiment assisté. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre qui s'intitule « Désapprendre la domination ». Ouais, exactement. Dans les solutions. Ouais. Parce que pour vous, elle s'apprend, quoi, vraiment, dès l'enfance. Bien sûr. Le comportement de dominant. Bien sûr, on est socialisé. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la manière dont les gens incorporent les oppressions. Il y a beaucoup d'études sociologiques qui ont été montrées, par exemple, comment les femmes vont s'habituer à changer de trottoir, à baisser les yeux pour éviter la violence masculine. Comment les personnes racisées vont aussi être plus discrètes. Voilà, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Mais donc, évidemment, symétriquement, les personnes dominantes incorporent la domination. Il y a moins d'études qui ont été faites, mais ce serait intéressant de le faire. Moi, en tout cas, rétrospectivement, dans mon parcours, je me rends compte que j'ai été socialisée de manière à incorporer et à incarner cette domination. Et donc là, on a décrit un système de privilèges qui est beaucoup plus détaillé dans le livre, mais pour ça, il faut l'acheter. On se retrouve dans un moment de contestation qui est très massif, où il y a, dans tous les cas, une colère. Quel que soit son bord politique, il y a l'impression d'être lésé, l'impression d'être structurellement désavantagé, qui est présente chez énormément de gens qui n'ont pas fait des études de sciences politiques, de sciences sociales, mais qui ont ce sentiment d'injustice. Vous l'avez dit, pour boucler l'entretien, au tout début de l'entretien, que cette nuit de l'abolition des privilèges, elle n'était pas prévue. Et que globalement, les moments révolutionnaires ou les moments de rupture dans l'histoire ne sont pas anticipés par les contemporains de ces mouvements-là, parce que sinon, ils n'auraient de toute façon pas lieu. Alors, je sais que vous n'êtes pas voyante, mais pour vous, est-ce qu'on se trouve aussi à un moment similaire, vous l'avez dit, il y a des parallèles. Est-ce que potentiellement, on est quand même dans une temporalité où ça peut basculer, où il est possible, est-ce qu'il est possible de remettre en cause réellement ces privilèges dans peut-être les jours, les mois qui arrivent ? Je le souhaite, je le souhaite très fort. Après, c'est évidemment, comme vous l'avez dit, je ne suis pas voyante. C'est Rosa Luxembourg qui disait qu'une révolution, elle paraît impossible avant qu'elle arrive, et une fois qu'elle s'est passée, elle paraissait inéluctable. Peut-être qu'on est à ce moment-là. Qui, en février 1789, aurait pu dire ce qui allait se passer ? Sans doute personne. Il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de parallèles, en effet, des difficultés sociales, des injustices sociales qui sont objectives, qui sont réelles. C'est plus qu'un sentiment. Il y a objectivement une injustice sociale, de la précarité.
un certain nombre de dominations, d'oppressions qui deviennent de plus en plus injustes. Les conditions, moi je sens quelque chose dans l'air. Après, je ne suis pas voyante. Malheureusement, il y a un appareil répressif qui est de plus en plus violent. Efficace, malheureusement. Là, j'ai vu... Il y a des articles là, qui commencent à montrer comme les renseignements intérieurs ont durci. Il me semble avoir vu tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur vient de sortir des nouveaux décrets, notamment disant que maintenant on peut attaquer sans sommation les manifestants et les manifestantes. Voilà, il y a des signaux qui sont inquiétants. Peut-être aussi que c'est la preuve que quand on commence à faire peur, le pouvoir se durcit. Est-ce que ça signifie ça ? Moi, je ne peux que souhaiter que ça fonctionne. Peut-être que ça sera pas là en septembre. Hein. Il y a eu déjà, pour reprendre l'imaginaire de 1789, parce qu'il est très important pour nous, mais il y a eu des révoltes en 1787, en 1788, des émeutes. Au bout d'un moment, ça finit par prendre. Bien malin qui pourra après dire. En tout cas, ce qui me semble très important, c'est aujourd'hui de croire et de défendre la puissance de l'imaginaire. De se dire que oui, un autre système est possible. Parce que on entend beaucoup ce discours aussi de dire, OK, mais s'il n'y a pas de capitalisme, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Et même Marine Tondelier, dans une interview, a dit, oui, mais il faudra qu'on m'explique ce qu'on met à la place du capitalisme. Mais il y en a plein des idées, en fait. Allons-y. Il faut juste les défendre et ne pas avoir peur de déverrouiller son imaginaire. Dans le livre, moi, je consacre un chapitre entier, justement, à piocher ça et là des propositions qui sont faites par des chercheurs, des intellectuels, etc., pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ? C'est très stimulant, c'est très exaltant, parce qu'en fait, il y a plein de pistes. Et c'est très joyeux, à mon sens. Bien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Alice de Rochechouart, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, donc, Privilèges, ce qu'il nous reste à abolir, est disponible aux éditions J.C. Lattès. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. La rentrée, vous l'aurez remarqué, est plus que mouvementée. Et il nous semble important à Blast de couvrir les événements d'actualité avec le plus d'approches différentes possible. C'est pourquoi nous tenons à garder de grands entretiens qui prennent du recul, comme celui que vous venez d'entendre. Mais nous allons aussi, bien sûr, couvrir au jour le jour les différents événements politiques. C'est pourquoi nous revenons dès demain avec une émission sur la situation politique. Laissez-nous juste le temps de l'écrire, la tourner et la monter, et nous allons bien évidemment couvrir la mobilisation du 10 septembre pour vous tenir informés des évolutions du mouvement. Tout ça, nous pouvons le faire grâce à vous, notre audience, parce que nous sommes un média indépendant. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant un don sur blast-info.fr ou en likant et en partageant cette publication. Ça fait vraiment une différence pour nous. En attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée et moi je vous dis à bientôt.